Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette matinale spéciale de l'information sur le canal de Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Une édition spéciale par rapport aux attaques de Paris. La France a été touchée en plein cœur avec un bilan très lourd, près de 120 morts et plusieurs blessés grièvement. Nous allons avec nos spécialistes essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé vendredi soir du côté de la France avec les réactions à travers le monde entier. Ça sera bien évidemment avec Patrick Christian Dobo et Elie Smith. Je vous retrouve dans une petite poignée de secondes. Une fois de plus, bonjour. Elie Smith, bonjour. Bonjour Louis-Roger. Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à nos téléspectateurs. La France a été donc frappée en plein cœur, peut-on le dire, avec ces attentats simultanés. On parle de 6 attaques qui ont laissé sur le carreau une centaine de personnes en faisant plusieurs victimes. C'est une attaque qui n'était pas attendue, Elie Smith. Oui, non, c'était déjà attendu, mais on ne savait pas qu'il y avait cette ampleur. Rappelez-vous qu'il y a un plan Vigipirate qui est en France depuis et que même à la veille, à 17 jours, 16 jours du COP21, on avait déjà bouclé toutes les frontières. Mais l'ampleur de cette attaque, c'est ce que les Français n'ont pas imaginé. C'était d'abord de la fiction. On imaginait qu'on faisait souvent les simulations par le RAID en disant qu'un jour, peut-être on peut avoir 2 ou 3 attaques simultanées dans la ville. On ne savait pas qu'on peut avoir 6 ou 8 attaques dans les places stratégiques de la ville, comme elle a eu lieu aujourd'hui. Dit qu'on n'attendait pas, c'est faux. On attendait déjà en Grande-Bretagne, à la veille des commémorations de l'armistice, il y a eu un attentat qui a été déjoué en Allemagne, dont nous savions tous qu'il y avait quelque chose qui devait se passer, mais à cette ampleur, et où en plus à Paris, qui est une ville stratégique pour la France et pour le monde, en 16 jours, en attendant 16 jours d'une grande conférence comme celle du COP21, personne n'attendait cette ampleur de ce genre d'attaque. Alors, Patrick Christian Dobo, la France prise de panique après cet attentat. Elie Smith disait que c'était prévisible, mais on ne savait pas de quel côté la menace pouvait arriver. Oui, vous le dites si bien, hein, Louis-Roger. Le terme panique est peut-être même à sa plus simple expression. C'est véritablement de l'émoi et on a envie de dire même une frayeur véritable du côté de la France. On peut quand même convenir de ce que, au regard d'un certain nombre de contingences et d'implications, c'est une menace qui était presque prévisible. Une menace prévisible, mais on ne pouvait pas s'imaginer, comme le disait Elie, une telle ampleur. C'est vrai, en janvier, il y a eu Charlie Hebdo. C'est vrai qu'il y a encore quelques jours, il y a eu cet attentat sur ce Airbus, n'est-ce pas, d'une compagnie aérienne russe. Mais jamais, véritablement, depuis le 11 septembre 2001, on avait eu autant d'émoi. Il y a eu certes d'autres attentats, mais cette fois-ci, la France, qui est comme un peu, qui se présente comme le chantre des libertés individuelles, des libertés et des droits universels, la France est touchée en plein cœur. Et en plein cœur, dans ce qu'elle a de plus intime, Paris, la capitale, et dans des symboles qui finalement font penser que c'est cette liberté que la France croit vouloir prôner, dit vouloir prôner, qui est atteinte. Et Paris, c'est quand même la capitale de la mode, quand on le dit. On aime vivre de ce côté-là. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui, finalement, remet en question un certain nombre de facilités, de libertés que les Français avaient souvent prônées et auxquelles les populations étaient habituées de ce côté. Alors, Elie Smith, c'était prévisible, les Français ont pris toutes les mesures de sécurité, les frontières étaient déjà bouclées, les usagers filtrés, mais on n'arrive pas à comprendre comment ces terroristes ont pu, et à ce moment précis, pour, bien évidemment, commettre leur forfait. Comment cela est-il arrivé? Non, elle est arrivée parce que déjà en France, depuis beaucoup des années aujourd'hui, il y a déjà des cellules dormantes des différents groupes djihadistes qui sont en France. Donc, vous savez, on est des êtres humains et puis les machines ne peuvent pas tout faire. Quand il existe dans le pays, souvent il suffit seulement d'un petit mot d'ordre. Ce qui se passe en France, c'est que
il y a une guerre civile idéologique qui se menait purement au Moyen-Orient, qui a été maintenant exportée dans le monde occidental, en particulier en France. Il faut savoir que la France a le plus grand nombre de musulmans dans le monde occidental. Il y a beaucoup qui viennent de l'Afrique du Nord, qui viennent de l'Afrique subsaharienne chrétienne, musulmane. Donc il y a une forte colonie musulmane en France. Et puis ces peuples-là sont souvent source de discrimination, n'ont pas de travail, vivent dans la pauvreté. Vous rappelez ce qui s'est passé en 2005, les émeutes j'oublie la ville en banlieue parisienne, qui démontrent un peu la frustration des musulmans en France. Et cette frustration musulmane est exploitée par des groupuscules ou des idéologues musulmans au Moyen-Orient. Par exemple, depuis de longues années, vous avez par exemple des wahhabistes qui viennent de l'Arabie Saoudite, qui prêchent souvent une certaine idéologie de revanche, punir les mécréants, qui est souvent la démocratie molle. Parce que je crois que Christian ne voit pas de problème de liberté. Dans nos démocraties, qui est une bonne chose, mais qui est souvent molle, qu'on accepte tout, on n'a pas pris ça, on n'a pas mesuré l'envergure. En dehors des wahhabistes qui viennent de l'Arabie Saoudite, vous avez les frères musulmans aussi de l'Égypte, qui prêchent souvent, qui donnent souvent des mots d'ordre que souvent on néglige. Et ces mots d'ordre, c'est souvent la revanche, punir les autres. Donc en fait, la France est aujourd'hui victime, pas uniquement de ces mots d'ordre venus du Moyen-Orient, donc de l'Afrique du Nord, de l'Égypte et puis de l'Arabie Saoudite, mais aussi d'une guerre civile idéologique entre les chiites d'un côté et de l'autre côté les sunnites. Et vous voyez par exemple, ça se passe dans cette guerre civile d'abord s'est exportée au terrain syrien et irakien, où on a la puissance chiite et la puissance sunnite qui est à l'Arabie Saoudite qui se battent. Et aujourd'hui, elle est arrivée en France. Donc, je crois que la France aujourd'hui est victime d'une guerre civile idéologique qui se mène au Moyen-Orient, qui s'est exportée en France. Pourquoi? Parce que la France est allée maintenant toucher un peu ce que les wahhabistes estiment qu'elles ont pris fait de cause pour quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Par exemple, le fait que la France participe dans les frappes aériennes en Irak, et ça s'est exporté en Syrie. Et en Syrie, c'est une guerre idéologique entre le pouvoir de Bachar al-Assad, qui est d'obédience ou qui est proche du chiisme soutenu par l'Iran, et puis de l'autre côté, les frères musulmans, le Daesh, l'État islamique, sont des organisations d'obédience wahhabite soutenues par l'Arabie Saoudite, le Qatar, donc, et puis même l'Égypte. Et pour le problème égyptien, peut-être on viendra dessus. Donc, je pense que pour conclure, la France est victime d'une guerre idéologique qui se mène au Moyen-Orient, qui s'est exportée en France uniquement parce qu'il y a un terreau fertile pour que ça prospère. Alors, je ne sais pas si c'est le même avis, Patrick Christian Doborko, partagé, parce que c'est quand même, il y a eu des fusillades, même si quelque part on a relevé quelques kamikazes, mais tout de même, on peut dire quand même que ce sont des groupes qui ne sont pas du tout contents, peut-être de cette politique française à l'extérieur, qui ont affiché leur amertume, leur ras-le-bol, en commettant bien évidemment ces différents attentats. Oui, lui, Roger, tout en constatant quand même la violence, n'est-ce pas, la violence, n'est-ce pas, de ces attaques, et le caractère imprévisible et même macabre, parce que tirer à bout portant, comme cela a été constaté, c'est quand même assez choquant. Il faut regarder aussi cette problématique en scrutant la structure sociale même, n'est-ce pas, de la France. Il y a peut-être touché un bout de ce qui arrive aujourd'hui en termes de tentatives, n'est-ce pas, de compréhension et d'explication de ce que ces barrières sécuritaires, malgré le plan Vigile Pirate, malgré le ratissage large, malgré le fonctionnement, nous dit-on, des services de renseignement, qu'une telle situation puisse arriver et pas à un seul endroit de manière simultanée. Ça veut dire qu'on a véritablement l'impression que c'est une attaque coordonnée dans ces différents endroits. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut comprendre que ces jeunes dont Elie parlait, tous ces musulmans que compte finalement l'espace territorial français sont aussi l'émanation des clivages, à la fois idéologiques, n'est-ce pas, mais aussi des clivages des classes de société. Et quand on parle de l'enrôlement des djihadistes dans le monde, les Français sont nombreux à se retrouver actuellement sur le champ de bataille du côté de la Syrie.
ils étaient déjà présents. On en a déniché quelques-uns lors de l'intervention de la France au Mali, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont allés, qui sont revenus. On peut évoquer des cellules dormantes, mais on peut aussi évoquer des cellules actives qui sont présentes là en France et qui parfois peuvent passer à l'acte sans même avoir le mot d'ordre de la maison mère qui pourrait bien évidemment se reconnaître dans de tels actes. On a l'État islamique qui a proféré de nombreuses menaces contre la France. Ça n'est pas une première, c'est pour ça qu'on parle des attaques prévisibles, même si on ne pouvait pas s'imaginer que l'ampleur et le moment, le lieu d'ailleurs symbolique de Paris pouvait être visé de cette façon-là. Donc, il faut reconnaître dans ça le prix que la France paye aujourd'hui de son engagement dans beaucoup de conflits sur le temps. On a parlé de la Syrie, on a parlé de l'Irak, on a parlé de l'Afghanistan. On ne peut pas oublier le Mali et tout près de nous, même aussi Boko Haram d'une autre manière. Donc, tout ça rassemblé fait en sorte que la France est devenue une véritable cible. Une véritable cible avec, à l'intérieur de la France même, des jeunes Français qui sont soit de retour d'un engagement, soit ayant reçu des formations, ou alors en activité nocturne et n'attendant que cet instant-là. Donc, on peut comprendre ça de manière exogène, mais aussi endogène, avec des facteurs présents en France qui font en sorte que de telles cellules puissent se réactiver, se mettre en marche et puis finalement frapper des coups comme cela. Alors, il faut quand même signaler au regard de l'impact de ces attaques quand même que c'était ciblé, préparé. Attendre le chef de l'État en train de regarder un match amical qui oppose la France et l'Allemagne avant d'opérer, aller au Bataclan où il y a un spectacle avec 1500 personnes pour attaquer, c'était quand même bien préparé, si on peut utiliser cette expression malgré l'horreur. Oui, c'était bien préparé. Vous savez, quand vous voulez faire un coup, rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que les musulmans ou des groupes idéologiques musulmans frappent un grand coup. Rappelez-vous de Munich en 72. Ils ont déjà fait ça. Ça, c'était l'OLP qui revendiquait la cause palestinienne. Mais en ce qui concerne aujourd'hui 2015, je crois que ils ont bien préparé leur coup et c'était pour choquer les Français et les Occidentaux. Parce que l'objectif des groupes, et je pense que ça doit être les groupes de l'État islamique, même comme on n'a pas encore des réclamations tout à l'heure, mais on le fera dans les heures ou des minutes qui suivent, peut-être après l'émission. Donc, ils voulaient choquer. Donc, frapper au Stade de France, frapper dans un concert de musique au Bataclan, ça veut dire il frappe là où les gens qui aiment la liberté aiment. C'est pour leur dire, vous n'auriez plus de sécurité chez vous. Et comme j'ai suivi tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, autant que vous venez nous créer les problèmes chez nous, nous aussi, nous allons créer les problèmes chez vous. Donc c'est un peu pour frapper le monde occidental, frapper en particulier la France, parce que depuis un certain temps, vous savez, la France a eu un certain mue sur le plan international depuis 2003. Vous rappelez-vous, en 2003, Jacques Chirac était contre l'intervention anglo-américaine en Irak et Sarkozy est revenu, a gagné les élections en disant que quand vous êtes amis avec des gens, la France est alliée aux anglo-américains, la France doit les soutenir. Et je pense que ça aussi fait que la vision que les mondes arabo-musulmans, en particulier les groupes extrémistes militants musulmans avaient vis-à-vis de la France a changé. Mais aussi, la question est que comment peut-il réussir en France et opérer comme ils ont fait? C'est parce qu'en France, il y a un terreau propice pour cela. Vous avez des groupes de musulmans. Si vous allez, par exemple, c'était Villiers-le-Bel. Quand vous allez dans les banlieues françaises, c'est des ghettos. C'est des régions françaises où le chiffre de chômage est un peu comme frise les 40%, 50% comme dans les pays du tiers-monde. Donc, ces enfants-là, qui sont nés français, discriminés par les Français, acceptent, appréhendent et prennent tous les discours extrémistes des prêches, des gens comme des frères musulmans, des groupes wahhabistes, les groupes salafistes, qui sont principalement au Moyen-Orient, et ils prennent ça en termes de réconfort. Et quand on leur donne les mots d'ordre d'agir, ils estiment qu'ils doivent agir. La preuve en est que, je crois, Christian l'a dit ici, combien de Français on les a attrapés en France, au Moyen-Orient dans beaucoup de guerres, en Libye, en Afrique,
au Moyen-Orient. Donc ça veut dire qu'il y a un terreau propice. Quand il y a un terreau propice, ça veut dire qu'il y a des cellules dormantes et qui ne nous dit pas qu'après ça, il risque de frapper encore plus fort. Donc je pense que on ne peut rien. La seule chose que la France doit faire n'est pas baisser les bras, n'est pas avoir peur et mettre une posture de défiance, parce que l'objectif de ces terroristes, c'est de changer la manière de vivre des Français et des Occidentaux. Alors, Patrick Essandre, est-ce que ces attentats suicides et ces attaques simultanées qui ont endeuillé de nombreuses familles, qui ont d'ailleurs choqué le monde entier, ces attentats ne pourraient pas aujourd'hui empêcher cette conférence sur le réchauffement climatique, le changement climatique qui est annoncé d'ici la fin du mois? Mais écoutez, Louis Roger, on ne peut pas s'imaginer que ce sommet-là ne se tiendra pas. C'est vrai déjà que de nombreuses questions sécuritaires étaient posées autour de ce sommet. La France avait déjà relevé le niveau en termes d'intention sécuritaire avant le sommet. Peut-être cela va être davantage renforcé parce que, vous savez, dans cette guerre, qu'elle soit asymétrique et même cette guerre civile qui est transportée, le champ de bataille qui ne se veut plus, soit la Syrie, soit l'Afghanistan ou l'Irak, c'est un champ de bataille déporté maintenant sur les terres occidentales. Dans cet affrontement-là, il y a aussi l'impact et l'aspect psychologique, n'est-ce pas? Ce que les djihadistes font aujourd'hui, en attendant que les revendications soient faites et formelles, ce qui transparaît aujourd'hui et qui donne l'impression que c'est véritablement les djihadistes qui sont derrière ce coup-là, c'est les menaces qui suivent, c'est aussi les implications. On peut retrouver dans ce puzzle-là un certain nombre d'éléments qui nous permettent de le penser. Mais aller vers une annulation d'un sommet comme le COP21 serait donner un ascendant psychologique à ces djihadistes, parce qu'en fait, c'est ça le but recherché. Le but recherché, c'est de générer la frayeur, d'installer la psychose et finalement de donner l'impression qu'ils sont les maîtres, n'est-ce pas, de la situation. Et il me semble que dans les chancelleries, et fortement en France, vous avez d'ailleurs vu le président François Hollande, malgré le fait qu'il ait été exfiltré du Stade de France, s'est rendu au Bataclan, et avec ses plus proches collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Donc, c'est pour finalement démontrer aux compatriotes que c'est vrai, nous sommes touchés, mais nous avons besoin de rester debout parce que c'est en restant debout que nous pouvons arriver à vaincre la situation. Donc, il me semble que ce sommet ne sera pas annulé, mais c'est peut-être les mesures de sécurité qui vont devoir être renforcées pour finalement garder la tête devant une telle situation. Mais puisque des mesures de sécurité ont déjà renforcé suffisamment et ce coup est intervenu, il y a des chefs d'État qui devaient arriver à Paris ces jours qui ne pourront pas, en prenant le cas du président Paul Biya, il y a également que cette situation d'insécurité pourrait empêcher certains chefs d'État de se rendre à ce sommet. Ça veut dire que cela pose problème et surtout que nous sommes à quelques jours de cette conférence internationale. Oui, je crois que Paul Biya doit partir parce que la France a toujours été aux côtés du Cameroun et c'est un moment de solidarité. Et puis aussi, c'est un message fort aux djihadistes parce que si Paul Biya refuse de partir, ça veut dire que on est en train d'acquiescer, on est en train d'accepter le diktat que les terroristes veulent faire. Donc ça veut dire que même ici chez nous, bon, je crois aussi, hein, il y a une leçon que Paul Biya doit apprendre de François Hollande. On a vu ici les attaques de Boko Haram. Et Paul Biya ne s'est jamais déplacé pour aller voir. Il n'est même pas allé dans un hôpital qui est à côté de sa maison, à la présidence. Ici, c'est Idriss Déby qui est venu du Tchad et y est allé. Donc, Paul Biya doit partir parce que la France nous a toujours aidés. C'est un signe. Parce que, comme Christian dit, si le COP21 ne se tient pas, c'est une victoire extraordinaire des terroristes. Mais maintenant, c'est à la France maintenant et au monde occidental de revoir leur stratégie dans le Moyen-Orient. Par exemple, quand les Français tuent Kadhafi en Afrique du Nord, quand les Français y participent dans une guerre en Syrie et en Irak, parce que ce que la France doit se poser, la France n'est qu'une puissance moyenne. Si les États-Unis ont été attaqués en 2001 par ces mêmes djihadistes, si les États-Unis ont fait l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan, et n'ont pas pu détruire cette idéologie des djihadistes,
islam militant, ce n'est pas à la France. Donc, ça ne sert à rien à la France de ronronner souvent. J'en ai entendu beaucoup de choses en disant non. Mais c'est un moment que nous devions être solidaires au peuple français. Mais c'est aussi un moment de se poser la question d'une introspection, de revoir notre vision, la vision occidentale vis-à-vis du Moyen-Orient. Ce problème du Moyen-Orient doit être revu, une autre stratégie mise en place, parce qu'on a vu que l'État islamique, parce qu'on a voulu refuser, les gens qui mettent une bombe sur un avion russe qui explose, on a essayé souvent de refuser, mais on a vu que c'était la vérité. La question, c'est pourquoi. Ils l'ont fait parce que la Russie était en train d'aider l'État islamique. Mais ici, les autres attaquent en France parce que les Français sont aussi aux côtés pas même aux côtés de Bachar, mais il est en train de lutter contre l'État islamique. La grande question est que pourquoi l'État islamique a été créé? Donc, qui a créé l'État islamique? Parce que là aussi, on doit voir le double jeu des pays occidentaux. À un moment, d'un côté, nous luttons contre le terrorisme, mais de l'autre côté, les pays occidentaux, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, soutiennent les pays qui sont les exportateurs du terrorisme. Ça veut dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, parce que le Qatar va acheter tous les avions que la France fabrique, l'Arabie Saoudite va acheter tout ce que les Américains fabriquent, les Américains couvrent les yeux face à l'excès du militantisme de l'Arabie Saoudite, le wahhabisme et le salafisme qui vient là-bas, ils sont sponsorisés. Et nous sommes aussi victimes aujourd'hui. Donc je crois que les Occidentaux, c'est un moment de leur rappeler, d'être honnêtes. Revenons par exemple en Égypte. Les Occidentaux prônent la démocratie. Ils prônent l'alternance au pouvoir. Nous avons vu comment on attaque les chefs d'État de l'Afrique noire ou des autres pays. Mais pourquoi se fait-il qu'en Égypte, parce que si les frères musulmans s'en mêlent, ils ont gagné la première élection transparente en Égypte par Mohamed Morsi. Les Occidentaux ont accepté que Al-Sisi fasse un coup d'État, tout simplement parce que les Occidentaux estiment que non. Donc je pense que les Occidentaux doivent être honnêtes, qu'ils doivent se poser des questions, pourquoi ça se passe ainsi. Mais au-delà de cela, nous devions être solidaires au peuple français et que la France, François Hollande vient de donner une bonne leçon à M. Paul Biya pour la prochaine fois, qu'il soit proche, qui montre que l'État marche. Donc voilà un peu ce que vous voulez dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas cette solidarité de la communauté internationale en matière de sécurité pour accompagner la France pour que ce sommet puisse se tenir? Ben, vous avez, lui, Roger, donné d'ailleurs ce qu'il y a lieu de faire. Dans ce qu'on doit constater et qu'on peut tirer aussi comme remarque de cette situation, c'est qu'on n'est jamais à l'abri. Quel que soit le niveau de sécurité qu'on implémente, quelles que soient les stratégies sécuritaires les plus épiques, la France, les États-Unis, lorsqu'on rentre dans une dynamique de guerre asymétrique, dans une posture où on a des djihadistes qui utilisent des mécanismes de type attentat et autres, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri et une mise en commun des efforts est plus que jamais souhaitée et louable. Aujourd'hui, la France a beau vouloir fermer ses frontières, mais la France a besoin, par exemple, de l'Angleterre pour une synergie dans les méthodes à mettre en place pour qu'un avion qui quitte de l'Égypte en passant par l'Angleterre pour se retrouver en France suive le même mécanisme de surveillance avant de se poser sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle, par exemple. Donc nous sommes dans une situation où, je suis d'accord avec vous, Louis Roger, nous avons besoin d'une synergie d'ensemble. Et que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, tous les pays occidentaux, et nous aussi, nous avons besoin d'être vigilants. Ici, le maître mot, au-delà de toutes les stratégies de sécurité, c'est la vigilance, mais surtout la collaboration entre les différents états-majors sécuritaires de ces pays-là. Alors, cette collaboration qui est très importante et qui pourra être d'ailleurs très efficace pour permettre à la France de réussir cette conférence internationale qui est très attendue pour l'avenir du monde et surtout également l'avenir de l'Afrique. Nous en parlions déjà sur notre plateau ici pour ce qui est du débat organisé cette semaine. Mais je voudrais quand même que l'on revienne sur ces petites similitudes. Alors, pourquoi attendre qu'une rencontre amicale soit organisée entre la France et l'Allemagne pour qu'il y ait cet attentat? Mais c'est tout à fait normal. C'est en fait
je ne sais pas, c'est une grande fête. C'est comme le champagne de terreur. Parce que quand vous organisez un grand match comme ça, vous avez environ 1 million ou 2, 5 millions, au-delà, 80 millions. Est-ce que la France, c'est pour dire que la France n'agit pas souvent seule? La France agit toujours aux côtés de l'Allemagne. Ou alors reçoit les instructions parfois de l'Allemagne. Exactement. Mais lui, Roger, c'est pas c'est nous qui faisons cette distinction. Regardez par exemple, transposons cette affaire ici au Cameroun. On parle du problème Boko Haram. C'est nous qui regardons souvent les frontières en disant que tu es du Nigeria. Et lui, il voit qu'il veut faire son califat, ou sa Ouma. Donc, c'est un truc international. Donc, lui, la France ou l'Allemagne, pour lui, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Donc, il s'en fout. Donc, en fait, c'était pour donner un message que nous pouvions frapper et que nous ne vous distinguons pas. Et que même quand j'ai suivi Angela Merkel, il croit une fois avoir une autre posture un peu différente, non, c'est que eux ils considèrent que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'est la même chose. Donc, si nous frappons, c'est un grand coup et c'est un match de football. Vous imaginez toutes les télévisions au monde, de Tonga jusqu'à Kiribati, on a parlé de cela, donc c'est un choc. Et voilà la raison pour laquelle il ne faudra pas qu'on cède. Il ne faudra pas qu'on refuse d'organiser cette COP21. Il faudra le faire. Mais ce qui me choque, c'est ce que ça va causer aujourd'hui. Des milliers de Syriens, des Afghans, tous ces réfugiés musulmans qui sont en train de déferler dans l'Union européenne, en Europe, ça va donner, parce qu'il y a quand même ceux qui souffrent vraiment. Aujourd'hui, ça va changer la donne. Voilà quelque chose que j'avais peur depuis, parce que je me posais la question quand je voyais cette déferlante de réfugiés du Moyen-Orient qui venaient en Europe. Je me disais, mais bon Dieu, qui n'est jamais un attentat, parce que ça va tout changer. Mais aussi, de l'autre côté, je me poser la question, pendant que, par exemple, les Européens acceptent les migrants du Moyen-Orient sans problème, les Européens chassent les Africains. Vous avez vu qu'ils ont organisé un sommet Union européenne-Afrique, à Malte. Et pour nous insulter même de plus, ils vont nous donner 1,8 milliard. Et pourtant, la Turquie, il veut donner 3 millions et la Turquie refuse. Donc ça veut dire que ces Européens-là, souvent, je me pose des questions. Mais ce n'est pas un moment. Je crois qu'on aura l'occasion un peu de disséquer tout ça. Je pense que s'ils ont agi pendant le match de football, c'est pour envoyer un onde de choc, pas uniquement en France, mais dans le monde entier, en particulier le monde occidental. Oui, Roger. Vous allez d'ailleurs voir dans la suite de la lecture que fait Ellie Smith, la perception symbolique. Le vendredi, qu'est-ce que cela représente dans le monde occidental? La chute de la semaine, c'est le moment de la détente. On veut s'éclater, on veut exprimer et bénéficier au maximum de la possibilité de la liberté d'expression. Et cette liberté-là qui nous entraîne dans des endroits comme le Bataclan, c'est la musique, c'est l'expression de tout ce qu'on peut avoir comme détente. Et vous savez que ces groupes djihadistes extrémistes sont fondamentalement opposés à ce type d'ambiance-là. C'est venu toucher le cœur même de la vision occidentale du fonctionnement de l'être humain. Et on n'a peut-être pas envie de classer ça dans le registre de la guerre des civilisations, mais ici, c'est une civilisation qui est touchée dans son cœur. Et donc, il va sans dire que nous sommes face à un véritable problème qui met en face une idéologie qui entend de vouloir faire vaciller l'autre idéologie. Et dans ce contexte-là, on a bien envie de se poser la question de savoir ce qui va arriver de cette vague déferlante de réfugiés qui viennent du Moyen-Orient. Le cas de nos frères africains est un autre débat, c'est vrai. Mais ici, voilà une situation où des pauvres personnes qui n'en demandent qu'à leur pitance quotidienne vont certainement commencer à être regardées du coin de l'œil par les Occidentaux qui les ont reçus. Déjà que ce n'était pas facile de les accepter. On le craignait. Mais voilà une telle situation. Vous imaginez un Français aujourd'hui arriver près d'un réfugié syrien et le regarder sans avoir une arrière-pensée? C'est des situations vraiment déplorables. Et on a quand même entendu dans le discours du président François Hollande la volonté de demander à ses compatriotes de ne pas céder à cet extrémisme-là. Parce que, justement, c'est ça que les groupes djihadistes recherchent. Réussir à radicaliser le camp d'en face et finalement avoir l'argumentaire pour totalement radicaliser le camp qui est le leur. Et dans cette posture-là, il y a à la fois un travail de collaboration sur le renseignement des services de sécurité occidentaux, mais il y a aussi un véritable travail psychologique pour finalement maintenir la mentalité des populations afin que ce radicalisme ne s'installe pas dans la société occidentale. Alors, Ellie Smith voulait certainement dire quelque chose, mais avant que je vous donne la parole. Et pourtant, l'Union européenne a célébré cette venue. Certains États, comme l'Allemagne, ils sont très fiers d'accueillir plus qu'il n'en fallait, parce qu'il était question de gérer 120 000
migrants dans des pays, les 27 de l'Union européenne. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces attaques simultanées à Paris vont certainement compromettre leur vie, parce qu'il y en a qui venaient pour chercher, pour trouver un Eldorado, et il y en avait qui arrivaient pour trouver du travail. Aujourd'hui, ça sera très, très difficile. Et là encore, ce qu'on ne peut pas imaginer, il y aura le revers de la médaille. Exactement, il y aura un revers de la médaille, même politique. Politique parce que les partis dites extrêmes, l'extrême droite française, vous savez, on est à quelques jours, si je ne me trompe pas, des élections régionales en France. Donc ça va donner du grand amour aux partis extrêmes, pas uniquement en France, dans tout l'ensemble de l'Union européenne. Parce que les gens vont commencer à poser les questions, parce que déjà, les gens se disaient qu'il y avait un certain désir musulman de modifier la culture européenne. Donc, il y aura un peu... Et puis moi, je ne voudrais pas être politiquement correct. Hein. Il y a déjà une guerre de civilisation, parce que c'est eux contre la vision que les autres ont. Eux, vous avez donné les symboles. Vendredi, dans le monde judéo-chrétien, on a travaillé, on va en boîte de nuit, on va danser. Et eux, vendredi, c'est le jour de prière. Et c'est le jour où, moi j'ai lu dans une caricature d'un journal algérien, quand El Watan, on a attrapé un djihadiste. Il dit au monsieur, c'était vendredi, tuez-moi vite parce qu'il était midi. Je dois aller dîner avec Allah. Donc, et puis le militaire il dit que non, c'est à 13h qu'on va te tuer. Donc, vous voyez. Donc je trouve que quel qu'en soit ce qu'on veut dire, c'est une guerre de civilisation qui est déjà éclatée et qu'il y a un groupe de personnes qui ont une vision du monde qui n'est pas comme la nôtre. Et ça, on ne doit pas accepter. On doit résister. Et ça va changer en termes politiques en Europe, même en France. Je crois que tous les partis d'extrême droite ont maintenant le vent en poupe. Ils vont dire, nous vous avions dit. Mais je crois que le message de François Hollande est bon pour qu'on fasse un effort pour ne pas mélanger, faire tout un amalgame. Parce que ce n'est pas tous les musulmans. Par exemple, en France, Mohamed Merah avait tué un Français d'origine musulmane. Donc ça veut dire que le terroriste ne distingue pas. Et ceux même qui sont même plus victimes de l'excès musulman, c'est les musulmans eux-mêmes. Mais là, le problème qui existe, c'est l'hypocrisie et le double jeu occidental. Pourquoi se fait-il que les États-Unis soutiennent l'Arabie saoudite, tout en sachant que l'Arabie saoudite qui supporte le wahhabisme, la Ligue musulmane internationale, pourquoi les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne soutiennent le Qatar, tout en sachant tout ce que le Qatar fait en Syrie, ce que le Qatar a fait pour financer les groupes djihadistes en Libye, au Mali, au Nigeria, en Centrafrique. Donc je pense que les Occidentaux maintenant doivent poser la question, être honnêtes avec eux-mêmes. Et je pense qu'on doit être strict avec l'Arabie saoudite, strict avec le Qatar. Ils ne peuvent pas encourager la révolution musulmane ou la révolution arabe dans d'autres pays, mais laisser l'Arabie saoudite, laisser le Qatar, laisser le Bahreïn, tout simplement parce que ce sont les groupes des pays qui les donnent de l'argent. Alors, Elie Smith parle de revoir la politique de la France et même des Occidentaux à travers le monde et surtout cette politique sécuritaire. La France qui est toujours en Afrique comme donneur de leçons. Alors, ça va quand même changer, Patrick Issandova. Oui, ça doit changer. Hein. Je vais faire un petit rapprochement avec ce que nous vivons au Cameroun. Vous savez, on ne peut jamais se réjouir quand il y a des pertes en vies humaines. Le Cameroun a connu aussi sa vague d'attentats. Et c'est en cela qu'on doit pouvoir quand même tirer un coup de chapeau à nos forces de défense et sécuritaires, mais surtout à ces comités de vigilance que nous avons au Cameroun. Regardez comment le Cameroun arrive à s'en sortir. On a peut-être des compatriotes qui tombent, c'est vrai, c'est toujours 5, 6, ça et là, mais on limite les dégâts avec une implication des populations, mais avec surtout un travail en finesse. On avait entendu quelques-uns de nos confrères français dans ces situations-là commencer à monter au créneau à travers des leçons où les services de sécurité étaient incapables, ainsi de suite. Voilà un pays comme le Cameroun qui n'a même pas les structures de surveillance, qui arrive avec des seuls comités de vigilance et les petits moyens mis à la disposition de nos services de sécurité qui limitent quand même les dégâts. Et cela dure depuis plus de 2 ans. On ne va pas se réjouir de ce qui arrive à nos amis français. C'est douloureux, c'est des hommes qui perdent leur vie. Mais on va dire qu'à un certain moment, l'arrogance
doit pouvoir aussi être revu dans un miroir. Et le dispositif sécuritaire, on va le dire, on n'est jamais à l'abri quand on fait face à ce type de menace. Maintenant, la France, beaucoup plus que la France même, des pays comme la Grande-Bretagne, des pays comme les États-Unis, doivent fondamentalement revoir l'approche, n'est-ce pas, de leurs différentes interventions et de leur implication dans des conflits qui se déroulent en dehors de leurs frontières. Vous voyez la Syrie, qui est le symbole aujourd'hui, n'est-ce pas, de cette incompréhension, qui est le symbole même de ce paradoxe, de cette complexité-là. Vous ne pouvez pas avoir un régime installé, il n'est peut-être pas le plus sain des régimes sur la planète, et puis vous déversez des armes à des personnes que vous dites être favorables à une démocratie que vous voulez insérer. Et quel est le distinguo finalement qu'on fait entre les opposants qu'on dit modérés à Bachar al-Assad et l'État islamique qui pendant ce temps a profité pour s'ancrer, gagner du terrain et finalement réussir à prendre corps dans toute la région. C'était le cas déjà en Libye. Donc il y a une approche qu'il faut revoir. C'est vrai, il peut avoir de bonnes intentions dans un certain nombre d'idéaux, de valeurs universelles que nous partageons, nous le disons, mais l'approche n'est souvent pas sincère. Et c'est dans cette approche-là que se déclenchent malheureusement beaucoup de contre-coups qui atteignent maintenant les sociétés occidentales et qui menacent même la sécurité de la planète. Alors, Elie Smith, on va sortir de cette matière de l'information pour dire quand même que l'heure est à la vigilance accrue, renforcement des mesures sécuritaires. Le président François Hollande l'annonçait dans son discours hier, la fermeture des frontières, l'état d'urgence, et ça va prendre le temps que ça va prendre. Exactement, parce que c'est quand même grave, hein, parce qu'on ne sait pas si les 8 qu'on a tués, il y a peut-être une vingtaine ou une centaine qui sont tapis dans l'ombre en France. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, mais nous devions être solidaires avec le peuple français et nous devions barrer la route aux groupes, aux musulmans militants, l'islam politique. Et puis, pour moi, je pense que les Occidentaux doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Par exemple, les pourvoyeurs de terrorisme dans le monde, tout le monde le sait, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Pourquoi, bon Dieu, ils sont gentils avec ce gouvernement? Moi, je pense au lieu d'encourager le renversement d'un gouvernement de Bachar al-Assad, il faut qu'on commence à penser le renversement de la famille Saoud, qui sont au pouvoir en Arabie Saoudite depuis 1936, avec le pacte avec Roosevelt et tout. Il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie aussi à démocratiser le Qatar, le Bahreïn, où c'est une minorité des sunnites qui gouverne sur une majorité des chiites. Et là-bas, on arrête, il n'y a pas de liberté d'expression. Les opposants sont en prison, on ne dit rien, mais on peut regarder ce qui se passe dans les pays africains. On va dire que Pierre Nkurunziza tue son peuple. On va dire que Denis Sassou Nguesso change de constitution. Mais quand, comme Denis Sassou Nguesso ne peut pas acheter les rafales, il ne peut pas acheter, Pierre Nkurunziza ne peut rien faire. Donc je pense que les Occidentaux doivent être honnêtes en eux-mêmes. Et puis la France en particulier doit voir aussi d'abord en France sa politique envers les minorités, en particulier les musulmans. Bien sûr, on ne peut pas écarter qu'il n'y aura pas de problème, mais quand vous avez un peuple en France, les minorités qui ont un taux de chômage avoisinant de 50%, vous voyez Villiers-le-Bel en 2005, c'était ça. Donc l'injustice qui se passe à l'intérieur d'un pays peut être la cause, le terreau de trucs. Et quand on revient, si on revient au cas du Cameroun par exemple, le grand nord du Cameroun et le nord-est du Nigeria, vous voyez que c'est les zones qui sont pauvres, qui n'ont pas le même niveau de développement. Qui n'ont pas le même niveau de développement, le taux de pauvreté et le taux de marginalisation est élevé. Donc je pense que c'est un problème, on doit se poser la question maintenant, mais on doit être pour le peuple français et être solidaire au peuple français parce qu'ils ont aussi été solidaires avec le Cameroun et ils aident le Cameroun. Nous devions aussi leur donner même force. Pourquoi Paul Biya doit y aller et n'est pas refusé de participer au COP 21. Des mesures de sécurité qui sont donc prises, Patrick, et sans devoir pour renforcer, bien évidemment, pour sécuriser les populations par des perquisitions dans les prochaines heures qui vont arriver certainement. Il y a encore des personnes tapies dans l'ombre, comme le faisait remarquer Elie Smith. Il faut dénicher. Il faut dénicher et on peut encore insister sur cette solidarité internationale. Oui, nous sommes tous d'accord que dans un contexte, une circonstance comme celle-là, il faut être solidaire. C'est des personnes c'est des pertes en vies humaines, c'est des personnes des familles endeuillées, mais c'est surtout
des innocents qui ne sont pas à l'origine de ces politiques que nous décrions là. Donc vraiment et véritablement, nous sommes solidaires avec toutes ces personnes qui ont perdu leur vie et ces familles qui sont endeuillées, et avec la France aussi qui est dans cette situation-là. Et puis, deuxièmement, le dilemme maintenant dans ces mesures de sécurité, état d'urgence, surveillance et autres, c'est à la fois d'assurer cette sécurité-là, mais aussi de garder la tête haute et de rester ce que la France veut être, c'est-à-dire ce chantre des libertés individuelles. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre assurer cette sécurité avec ces mesures contraignantes, mais aussi laisser l'espace de l'expression, parce que si finalement tout le monde est cloîtré, s'il n'y a plus de mouvement, ça veut dire qu'on laisse le champ libre et les djihadistes ont gagné. Et après, même si ça reste une anecdote, on peut quand même se dire que on a souvent coutume de dire que le vendredi 13, et le vendredi 13 et en plus en novembre, c'est une coïncidence à laquelle on ne veut pas beaucoup croire, mais malheureusement, c'est un fait qu'on ne peut pas altérer. Le 13 et le 13 novembre, un vendredi, voilà ce qui est arrivé à la France. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette matinale de l'information assez spéciale par rapport à ces attaques simultanées de Paris qui ont laissé sur le carreau près de 200 victimes. La liste est loin d'ailleurs d'être exhaustive. Les autorités françaises au courant de la journée pourront revoir certainement ce bilan qui a été rendu public quelques heures après ce drame qui a choqué tout le monde entier. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.